seras un enfant toute ta vie. Cette sentence est prononcée 3 fois contre Daniel Essette, alias le Petit Chose, une fois par l'abbé German à la fin de la première partie du roman, et 2 autres fois par son frère Jacques, au début et à la fin de la seconde partie. En effet, l'histoire du Petit Chose est celle d'un échec, celui de la traversée du passage liminaire qui devait conduire Daniel Essette de l'enfance à l'âge adulte. Dans la postface de l'édition de poche du Petit Chose, Louis Forestier fait le constat suivant. Il a échoué dans son passage à l'état d'homme, il n'est pas fils de l'enfant qu'il a été et qui a perdu sa mère Jacques, n'a pas épousé les vrais yeux noirs, n'a pas réussi dans les lettres. Dans son ouvrage « Sois un homme », Anne Marison écrit ceci à propos de la transformation du jeune homme en adulte. L'intériorisation des valeurs masculines est donc un long processus, étalé sur une dizaine d'années et fondé sur des épreuves répétées qui permettent de tester sa virilité et de l'afficher. Si Daniel Essette ne parvient pas à devenir un homme, c'est qu'il ne réussit guère ces épreuves nécessaires à cette agrégation. Quelles sont donc les raisons d'un tel échec? Pour répondre à cette question, nous analyserons 2 moments particuliers du roman, à la lumière des théories d'Anne Marison, certes, mais aussi de celles de Pierre Vidal-Naquet, Georges Mauss et Michel Foucault. Il s'agit du conflit, ces 2 moments, il s'agit du conflit avec le jeune marquis Boucoiran, tel que développé dans la première partie, alors que le Petit Chose est maître d'études dans un pensionnat de Sarlande, et de la relation chaotique que le jeune homme entretient dans la seconde partie avec Irma Borel, une intrigante qui réside dans le même immeuble que le sien. Mais avant de nous pencher sur ce premier moment, permettez-moi de faire une brève mise en contexte. Daniel Essette est né d'une famille de 3 garçons, vivant dans le Languedoc, donc dans le sud de la France. Ses parents détiennent une fabrique qui lui sert également de terrain de jeu qu'il partage avec Rouget, un petit garçon turbulent. Grâce au pouvoir de son imaginaire, la fabrique devient une île déserte, les platanes se transforment en forêt vierge et Rouget en vendredi. Le début des malheurs coïncide avec la vente de la fabrique à cause de la gestion chaotique des finances du père Essette. Toute la famille est obligée de s'exiler, quittant ainsi la lumière et la chaleur du Languedoc pour un appartement miteux à Lyon. Alors qu'il rentre au collège, Daniel Essette fait d'abord remarquer par sa tenue inappropriée. Il est le seul à porter une blouse, mais surtout par sa petite taille. C'est d'ailleurs un de ses professeurs qui, en l'interpellant ainsi « Hé, vous là-bas, le Petit Chose !» qui est à l'origine de ce surnom qui ne le quittera plus. À Lyon, les malheurs s'enchaînent, alors que les Essette vivent dans un appartement infesté par la vermine. Le premier enfant du couple, qui était abbé dans le sud, décède subitement. À cela s'ajoute la chute libre des finances de la famille. Notre Petit Chose est donc obligé de quitter précocement le collège. « Quant à toi, mon pauvre enfant, il va falloir aussi que tu gagnes ta vie, lui dit alors son père. Grâce à ses relations avec le recteur, ce dernier décroche toutefois pour son fils une place de maître d'études en Aquitaine. Daniel y voit alors la possibilité de faire ses preuves, l'occasion de devenir un homme. Cela prend le pas sur la tristesse qu'il a de quitter sa famille, puisque, je cite, « la joie de quitter Lyon, le mouvement du bateau, l'ivresse du voyage, l'orgueil de se sentir homme, homme libre, homme fait, voyageant seul et gagnant sa vie, tout cela grisait le Petit Chose. » Une des raisons de cet échec à devenir un homme est le physique du jeune Daniel. Alors qu'au début du XIXe siècle, après la Révolution, la figure du jeune homme est celle de l'Hercule, grand et viril, le jeune Essette est petit et frêle. Lorsqu'il rencontre le recteur pour la première fois, ce dernier s'écrie « Ah, mon Dieu !» dit-il, « comme il est petit !» Daudet écrit alors « Le fait est que le Petit Chose était ridiculement petit, et puis l'air si jeune, si mauviette. » Le recteur l'envoie donc faire ses classes dans un petit collège de Sarlande. À son arrivée, dû à sa petite taille, il est pris pour un élève. Et le principal, à sa vue, s'écrie « Mais c'est un enfant !» Le Petit Chose commence malgré tout son apprentissage en tant que maître d'études. Si avec les petits, à qui il raconte des histoires, ça se passe bien, avec les moyens, c'est toute une autre histoire. C'est sans compter Monsieur Villot, le surveillant principal, dont le trousseau de clés au son menaçant effraie le jeune homme. Dans tout le collège, il n'a qu'un ami, l'abbé German, un homme grand et fort, avec qui il a des discussions portant sur la philosophie. Selon Anne Marison, les lycées sont un théâtre d'observation privilégié pour comprendre le rôle que joue la dialectique du courage et de la peur dans la construction d'une identité masculine. Bien qu'il s'agisse dans ce cas d'un collège, ses propos ne pouvaient être plus justes. Alors qu'il surveille une étude de moyens,
le petit Jose doit faire face à l'insubordination de Boucoiran, un jeune aristocrate. Ce dernier est décrit ainsi: 15 ans, de gros pieds, de gros yeux, de grosses mains, pas de front, et l'allure d'un valet de ferme. Tel était le marquis de Boucoiran, terreur de la cour des moyens, et seul échantillon de la noblesse sévenole au collège de Sarlande. Le marquis Boucoiran est à la fois le symbole d'une aristocratie au passé prestigieux, mais aussi d'un Hercule en devenir, puisqu'il est grand, fort et insubordonné. Boucoiran sera le premier avec qui le petit Chose se mesurera physiquement, comme le montre cet extrait que je vais vous lire. Un peu long, mais ça vaut la peine. Monsieur le marquis avait bien par-ci, par-là, certaines façons impertinentes de me regarder ou de me répondre qui rappelaient par trop l'ancien régime, mais j'affectais de n'y point prendre garde, sentant que j'avais affaire à forte partie. Un jour, cependant, ce faquin de marquis se permit de répliquer en pleine étude, avec une insolence telle que j'ai perdu toute patience. « Monsieur de Boucoiran, lui dis-je en essayant de garder mon sang-froid, prenez vos livres et sortez sur le champ. » C'était un acte d'autorité inouï pour ce drôle. Il en resta stupéfait et me regarda, sans bouger de sa place, avec des gros yeux. Je compris que je m'engageais dans une méchante affaire, mais j'étais trop avancé pour reculer. « Sortez, monsieur de Boucoiran, commandai-je de nouveau. Les élèves attendaient, anxieux. Pour la première fois, j'avais du silence. À ma seconde injonction, le marquis, revenu de sa surprise, me répondit: il fallait voir de quel air, je ne sortirais pas. Il eut parmi toute l'étude un murmure d'admiration. Je me levai dans ma chaire, indigné. Vous ne sortirez pas, monsieur? C'est ce que nous allons voir. Et je descendis. Dieu m'est témoin qu'à ce moment-là, toute idée de violence était bien loin de moi. Je voulais seulement intimider le marquis par la fermeté de mon attitude. Mais, en me voyant descendre de ma chaire, il se mit à ricaner d'une façon si méprisante que j'eus le geste de le prendre au collet pour le faire sortir de son banc. Le misérable tenait caché sous sa tunique une énorme règle de fer. À peine eus-je levé la main qu'il m'assena sur le bras un coup terrible. La douleur m'arracha un cri. Toute l'étude battit des mains. « Bravo, marquis !» Pour le coup, je perdis la tête. D'un bond, je fus sur la table, d'un autre sur le marquis, et alors, le prenant à la gorge, je fis si bien des pieds, des poings, des dents, de tout, que je l'arrachai de sa place et qu'il s'en alla rouler hors de l'étude jusqu'au milieu de la cour. Ce fut l'affaire d'une seconde. Je ne me serais jamais cru tant de vigueur. Les élèves étaient consternés. On ne criait plus « Bravo, marquis !» On avait peur. Boucoiran, le fort des forts, mis à la raison par ce gringalet de pion, quelle aventure! Je venais de gagner en autorité ce que le marquis venait de perdre en prestige. Quand je remontai dans ma chaire, pâle et encore tremblant d'émotion, tous les visages se penchèrent vivement sur les pupitres. Donc, dans ces comptes rendus de procès-verbaux que fait Anne-Marie Sand, dans Sois un homme, elle nous apprend que les étudiants au XIXe siècle se plaisaient à se confronter à leurs maîtres d'études, surveillants et autres. Comme on le voit bien dans cet extrait, pour le marquis de Boucoiran, il s'agit, je cite, de tester sa virilité en bombant le torse et en tapant du poing, en lançant des plaisanteries pour éprouver ses camarades et afficher sa mâle impassibilité, en lançant des défis et en relevant le gant, en brillant, enfin par son audace et son ardeur à la lutte. Pour le petit Chose, il s'agit avant tout de défendre son honneur, parcours obligé pour le jeune homme au XIXe siècle. C'est ce que Daniel Essait est, selon ce qu'en dit Michel Foucault, cet âge de transition où son honneur, si fragile, constitue une période d'épreuve, un moment où s'éprouve sa valeur en ce sens qu'elle a tout ensemble à se former, à s'exercer et à se mesurer. Motivé par la préservation de son honneur, le petit Chose remporte contre toute attente ce duel livré à main nue. Lui-même était surpris par toute la vigueur dont il avait fait preuve. Cela lui a permis de renforcer son prestige et son autorité auprès des étudiants. Daniel Essait ne pourra cependant pas capitaliser longtemps sur cette victoire, son succès étant de courte durée. Toujours selon Anne-Marie Sand, lorsque les gringalets tentent de retrouver l'estime de soi en imitant l'effort, ils s'exposent à de nouvelles déconvenues. Celle du petit Chose aura pour nom Boucoiran père. Quelques jours plus tard, ce dernier, accompagné du principal et du surveillant Viau, adresse un blâme public au jeune Essait devant toute son étude. Les conséquences sont catastrophiques, comme le relate alors le jeune homme. Enfin, au bout d'une heure, quand ils furent à sec d'éloquence, ces trois messieurs se retirèrent. Derrière eux, il se fit dans l'étude un grand brouhaha. J'essayais, mes vainement, d'obtenir un peu de silence. Les enfants me riaient étonnés. L'affaire Boucoiran avait achevé de tuer mon autorité. Le père du jeune marquis continue de mettre Daniel Essait au supplice, puisqu'à chaque sortie du groupe des moyens d'Anville, il attend dans la rue, accompagné de quelques officiers,
pour saluer son fils à voix haute et ainsi rabaisser le petit chose à la vue de tous. Là, de tout ceci, ce dernier manifeste l'envie de retrouver une nouvelle fois son honneur. En effet, il dit « Au milieu de tout cela, j'avais une idée fixe, me venger des Boucoirans. Je revoyais toujours la figure impertinente du vieux marquis, et mes oreilles étaient restées rouges de la menace qui leur avait été faite. Pour ce faire, une seule solution subsiste, provoquer le vieux marquis en duel. » Selon George Moss, dans son ouvrage « L'invention de l'homme, l'invention de la virilité moderne », le duel affirmait le sentiment d'indépendance et la valeur de l'individu. C'est dans cette optique qu'il régit, au XIXe siècle, la vie des officiers et des étudiants, des politiciens et des hommes d'affaires. Le petit chose va donc trouver Roger, le maître d'armes du collège, pour que ce dernier lui enseigne leur maniement. Une connivence s'installe entre les deux, Daniel écrivant même les lettres d'amour que Roger remet à sa belle. C'est par ces dernières que l'échec refera surface, puisque lorsqu'elles sont interceptées, on y reconnaît l'écriture du jeune maître d'études. Ce dernier prend le blâme, croyant rendre service à un ami dont la mère était faussement souffrante. La sanction est sans équivoque. Le jeune Essette sera renvoyé du pensionnat. Par la suite, il surprend malgré lui une conversation où il apprend que Roger s'est joué de lui pour ne pas se faire renvoyer, en étant littéralement dans le fond d'un tonneau. C'en est trop pour le petit chose. Puisqu'il ne parvient pas, malgré ses efforts, à devenir un homme, une seule issue demeure, la mort. Pendant la nuit, alors que les élèves sont endormis, le petit chose a rendez-vous avec l'anneau de fer du gymnase, que la lune éclaire de ses rayons, afin de s'y pendre avec sa cravate. C'est la main ferme de l'abbé Germain qui le retient d'une poigne de fer au moment où il allait commettre le geste fatal. L'abbé conduit Daniel chez lui, l'encourage à quitter le collège avant la date prévue de son exclusion, à aller rejoindre son frère à Paris. Quand cette tentative de suicide, il la considère comme une réaction enfantine, puisqu'il lui dit alors que le jeune Essette lui raconte ses malheurs. « Tout cela n'est rien, mon garçon, tu aurais été joliment bête de te mettre à mort pour si peu. » Alors qu'il lui fait ses adieux, l'abbé exhorte le petit chose à reprendre le dessus sur les événements, à surmonter ces épreuves qui sont nécessaires au passage à l'âge adulte. « File vite à Paris, travaille bien, prie le bon Dieu, fume des pipes et tâche d'être un homme, lui dit-il. Il insiste encore sur cet impératif d'être un homme, en ayant cependant l'impression qu'il s'agit d'une cause perdue. Il répète alors « Tu m'entends? Tâche d'être un homme, car vois-tu, mon petit Daniel, tu n'es encore qu'un enfant, et même, j'ai bien peur que tu sois un enfant toute ta vie. » Être un homme, c'était le désir du petit chose en prenant le bateau pour Sarlande. Ça l'est toujours quand il le prend à nouveau pour quitter cette ville, puisque la première partie du roman, se conclut ainsi. En s'en allant tout seul, dans l'ombre de la grande avenue qui mène au chemin de fer, il se jura 2 ou 3 fois très solennellement de se conduire désormais comme un homme et de ne plus songer qu'à reconstruire le foyer. Arrivé à Paris, le petit chose aura une nouvelle occasion de devenir un homme. Pourtant, il n'y parviendra pas. Pire, il fait le chemin inverse, celui vers l'enfance, notamment à cause de son frère Jacques, qui va le déresponsabiliser. En effet, ce dernier lui dit « L'abbé Germaine avait raison, vois-tu Daniel, tu es un enfant, un petit enfant incapable d'aller seul dans la vie. Et tu as bien fait de te réfugier près de moi. Dès aujourd'hui, tu n'es plus seulement mon frère, tu es mon fils aussi, et puisque notre mère est loin, c'est moi qui la remplacerai. » Remarquant que Daniel avait une aptitude à l'écriture, son frère décide qu'il paiera tout, quitte à prendre un deuxième emploi, pendant que le petit chose n'aurait qu'à se consacrer à écrire. Cet essai s'avérera lui aussi un échec, puisque la comédie pastorale, le recueil de Daniel Essette, ne s'est vendu qu'à un seul exemplaire. Nous ne nous attarderons cependant pas à cet insuccès littéraire, si ce n'est pour dire qu'il conduit à une autre des raisons principales de l'échec du devenir un homme, la relation entre Daniel Essette et Irma Borel. Après son manque de succès comme écrivain, Essette suit une nouvelle fois de plus la voie pour devenir un homme. Perrotte, un ami de ses parents résidant à Paris, lui propose de travailler avec lui dans son magasin de porcelaine. Il a des projets de mariage avec Camille, alias Les Yeux Noirs, dont il était déjà tombé amoureux du temps qu'il était maître d'études à Sarlande. Seulement, Jacques doit partir dans le sud de la France pour son travail, laissant le petit chose livré à lui-même. Ce dernier montrera alors à quel point il est encore un enfant. Irma Borel est une belle femme au teint pâle et aux cheveux blonds cendrés. Elle représente à la fois la séductrice et la castratrice, tant redoutée par les hommes après la Révolution. Selon Louis Forestier, dans la Post-Faste,
Elle figure un type de femme courant dans le drame ou le roman du XIXe siècle, l'impure, la femme fatale et de perdition. Dans une lettre adressée à Jacques, lettre qu'il n'enverra pas, le petit chose raconte à son frère sa déchéance. Il se reproche sans cesse son manque de courage, écrivant entre autres « Si tu savais comme j'étais lâche et ce qu'elle faisait de moi ». Selon Michel Foucault, dans une histoire de la sexualité, c'est surtout dans le domaine de la conduite amoureuse que joue la distinction de l'honorable et du honteux. Bien que dans son extrait, Foucault s'intéresse à la relation entre l'homme et le jeune homme dans la Grèce antique, ses propos s'appliquent parfaitement au roman de Daudet. Daniel Essed délaisse son honneur, rongé par la honte que lui suscite son propre comportement. Le petit chose écrit entre autres à son frère « Au début de notre liaison, cette femme avait cru mettre la main sur un petit prodige, un grand poète de mansarde. M'a-t-elle assommé avec sa mansarde? Plus tard, quand son cénacle lui avait prouvé que je n'étais qu'un imbécile, elle m'a gardé pour le caractère de ma tête. » Le jeune Essed se conduit totalement à l'opposé de l'attitude souhaitée du jeune homme telle que décrite par Foucault. En effet, je cite, « Il ne fallait pas que le garçon se conduise passivement, qu'il se laisse faire et dominer, qu'il cède sans combat, qu'il devienne le partenaire complaisant des voluptés de l'autre, qu'il satisfasse ses caprices, et qu'il offre son corps à qui veut et comme il veut, par mollesse, par goût de la volupté ou par intérêt. » Tout comme l'abbé Germane, tout comme Jacques, Irma Borel infantilise Daniel Essed. Alors que sa troupe de théâtre est à la recherche d'un enfant pour une pièce, elle lui dit « Mon petit, vous avez l'air d'avoir 15 ans. En scène, costumé, maquillé, vous en paraîtrez 12. D'ailleurs, le rôle est tout à fait dans le caractère de votre tête. » Ayant la piqûre du théâtre, l'intrigante lui propose de l'accompagner, ce qu'Essed refuse dans un premier temps. Suivra alors une diatribe terrible de Tirma qui lui dira qu'il n'est pas un bon écrivain, qu'il est laid, et que le mieux qu'il puisse faire, c'est de vendre de la porcelaine dans la rue Saumon. Comme le remarque à juste titre Louis Forestier, loin de se réaliser à travers l'être féminin, Daniel se sent diminué. Sans surprise, il va finalement céder aux caprices de sa maîtresse et la suivra dans un théâtre de banlieue, dans cette vie qui ne lui plaît pas, où il accumulera des dettes sur le dos de son frère. C'est d'ailleurs sa mère Jacques, rentrée du sud de la France, qui viendra à son secours. Dans ce passage, on voit que Daniel Essed est plus enfant que jamais, puisque Daudet écrit « Le petit chose, remué jusqu'au fond des entrailles, regarda autour de lui comme un enfant cratif et dit tout bas, si bas que son frère put à peine entendre, « Emmène-moi d'ici, Jacques. » Jacques ne peut constater que son frère a échoué à devenir un homme, puisqu'il se dit en lui-même, après l'avoir secouru, c'est une femme sans courage, un enfant sans raison, qu'il ne faut plus jamais laisser seul. À l'homme courageux que Daniel n'a pas réussi à être sont opposés la femme, l'enfant, la lâcheté, la folie. Alors que le petit chose se reprenait en main dans sa quête de devenir un homme, il avait même trouvé un emploi comme surveillant dans un petit collège, l'épreuve le frappe à nouveau. Jacques, qui lors de son voyage avait contracté la tuberculose, est mourant. C'est une mère Jacques soulagée que Daniel soit sous la protection de Pierrotte, qui, faisant écho aux paroles de l'abbé Germane, dit à son frère « Je ne te demande pas d'essayer de devenir un homme, je pense, comme l'abbé Germane, que tu seras un enfant toute ta vie. Mais je te supplie d'être toujours un bon enfant, un brave enfant. » L'impératif du début, « Sois un homme », semble irréalisable, le petit chose n'ayant ni les attributs physiques, ni les ressources mentales et morales pour y parvenir, on lui demande alors de rester dans l'enfance. Le décès de sa mère Jacques est peut-être l'élément qui permet à Daniel Essed de se prendre en main, de passer le cap de l'enfance. Car, malgré les avis de l'abbé Germane et de son frère, le petit chose n'a pas renoncé à devenir un homme. Après le décès de Jacques, il s'est réconcilié avec les yeux noirs et travaille d'arrache-pied chez Pierrotte pour rembourser ses dettes et prendre soin de sa mère désormais aveugle. Évidemment, dans ce récit, à chaque fois que l'opportunité se présentait d'accomplir ce rite de passage vers l'âge adulte, des épreuves survenaient dont l'issue était l'échec de cette entreprise. On ne sait pas si, par la suite, le petit chose a dû faire face à d'autres malheurs, et si dans le cas échéant, il les a surmontés ou non. Le récit s'arrête avant, et toute hypothèse de notre part ne serait que spéculation. Pourtant, tout comme lui, on a envie d'y croire. Le petit chose n'a pas renoncé à être un homme, puisque dans les dernières lignes du roman, il se dit à lui-même « Voyons, sois un homme, petit chose. »